En effet, donc, si vous voulez, en tant que marxiste, j'essaie pour tenter de construire au niveau qui est le mien une stratégie révolutionnaire. J'essaie de voir quelle est la stratégie de la classe opposée, quelle est la stratégie de la classe dominante, puisque pour l'instant c'est quand même elle qui tient les manettes et c'est elle qui finalement donc fixe l'orientation et le tempo, si l'on peut dire. Or, elle ne fait pas mystère de ses objectifs, la classe au pouvoir. La classe au pouvoir, elle nous dit très clairement qu'elle a besoin d'air, A-I-R-E, de surface, que l'État-nation s'est dépassé, qu'il faut en venir à un empire européen, ils disent les États-Unis d'Europe, c'est comme ça que s'exprime le MEDEF. Dans le cadre d'une union transatlantique, le fameux TAFTA, le traité transatlantique, avec l'OTAN comme force en quelque sorte de garantie militaire, et puis donc des eurorégions, des métropoles qui vont finalement dissoudre les communes, héritées de notre histoire. Donc, voilà, le cœur de la réponse doit donc être d'unir la riposte du monde du travail et la lutte contre cette stratégie, disons, de destruction de la nation. Ils détruisent la nation, je veux dire ils, ce sont les PDG du CAC 40, les actionnaires, les grandes fortunes, etc. Et derrière eux, le Parti Socialiste et l'UMP qui sont leur parti maastrichtien unique, leur PMU, dirais-je parfois. Et bien donc, ils détruisent la nation parce qu'ils veulent tout reprendre aux travailleurs. Ils veulent reprendre la Sécu, ils veulent reprendre les retraites par répartition, ils veulent reprendre le Code du travail. Enfin bon, je pourrais faire ici toute une énumération, un triste inventaire à la Prévert. C'est-à-dire, au fond, tout ce qui est issu de la résistance et du travail des ministres communistes comme Ambroise Croizat ou Marcel Paul, Maurice Thorez en 1945-47. Voilà, c'est ça qu'ils veulent faire. Donc ça, c'est stratégiquement très important, disons, d'unir ces deux aspects, classe ouvrière, nation. Pour le faire, comment le faire? Pour nous, ce qui est stratégique, c'est ce que nous appelons les 4 sorties. C'est-à-dire que, bon, il faut rompre absolument, pendant qu'il en est encore temps, avec le slogan paralysant, mensonger, discrédité, de ce qu'on appelle quelquefois l'Europe sociale, ou comme dit Pierre Laurent, la réorientation progressiste de l'euro, la réorientation progressiste de l'Union européenne, et pourquoi pas, pendant qu'on y est, la réorientation progressiste de l'OTAN et de l'état d'urgence. Allons-y gaiement, on va tout infléchir du dedans, de l'intérieur, etc., etc. La réalité, comme tout le monde le voit, c'est que ce n'est pas les dirigeants du PCF qui infléchissent la direction, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'Union européenne qui infléchit par l'intermédiaire du parti de la gauche européenne les orientations du PCF et de la gauche dite radicale ou ex-radicale. Donc, il faut au contraire ici avoir une position tout simplement révolutionnaire. La position révolutionnaire, ce n'est pas de se dire amendons l'Europe, réorientons l'Europe, refondons l'Europe, etc., etc. C'est enfin de se dire que ce que c'est que l'Union européenne et de constater que l'Union européenne, depuis qu'elle existe, n'a apporté que du malheur au peuple, que du malheur. En réalité, bon, si on accepte peut-être quelques éléments, disons, réformettes, tout à fait superficielles, pour le reste, c'est la casse des services publics, c'est la casse des statuts, c'est la casse des conventions collectives, etc., etc. Bref, c'est assez terrible, et pas seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle de tout le sous-continent. Donc, nous disons, eh bien voilà, il faut oser dire clairement que la position claire et nette, c'est sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN. Et quand nous le disons, ce n'est pas simplement pour dire, voilà, revenons à la période antérieure, bénie, où la France n'était pas là-dedans. Étant donné que c'est la stratégie centrale du grand capital aujourd'hui de construire les États-Unis d'Europe, c'est clair comme le jour que s'attaquer à cette construction européenne, c'est aussi affronter le grand capital. Et par conséquent poser le problème, tout simplement, de la transformation de notre pays, la transformation révolutionnaire, n'hésitons pas devant le terme. Pour nous, le terme, c'est le socialisme, c'est l'appropriation collective et sociale des grands moyens de production. D'autres n'iront pas aussi loin que nous et penseront que peut-être on peut encore aménager les choses dans le cadre du capitalisme. Eh bien, l'expérience tranchera. Nous disons que nous allons, si nous sortons de l'Union européenne, toute la classe dominante va se dresser contre nous et qu'il faudra à ce moment-là que chacun choisisse entre, sortir de l'Union européenne pour du bon, aller jusqu'au bout et par conséquent peut-être sortir du capitalisme,
Et puis ceux qui diront au contraire que, ma foi, au dernier moment, ils reculent parce qu'ils ne veulent pas mettre en cause leurs privilèges, ils ne veulent pas sortir du capitalisme, et donc ils renoncent à l'indépendance nationale. Si on veut aller jusqu'au bout à notre époque de l'indépendance nationale, et derrière elle, non pas du repli national, mais de la coopération avec tous les pays du monde, il faut oser dire que nous devons claquer la porte de l'Union européenne. La claquer, dire clairement que si une alliance forte de tous ceux qui sont vraiment patriotes dans ce pays voulaient se constituer, elle n'irait pas par quatre chemins, elle nous sortirait de ce mouroir, de cette prison des peuples qui est devenue l'Union européenne, de l'OTAN qui nous entraîne dans les guerres les unes après les autres, qui met notre pays en péril, et par conséquent, donc, nous avons ici beaucoup de grains à moudre. Une petite chose encore à préciser, c'est que on nous dit quelquefois, mais alors vous êtes sur la même position que Marine Le Pen. Mais les gens qui disent ça ne sont vraiment pas très au courant de la réalité politique. Quand des journalistes en particulier, dont c'est le métier de s'intéresser à la chose politique, disent des choses pareilles, c'est qu'ils ne sont pas au courant de la politique du Front National. Le Front National nous dit qu'il veut la sortie concertée de l'euro avec les 18 pays de la zone euro. Bon, alors ça veut dire qu'on ne sortira pas de l'euro tant que les 18 pays ne seront pas d'accord, ce qui veut dire en clair que Marine Le Pen veut rester dans l'euro. Parce qu'elle attend le feu vert de l'Allemagne pour en sortir. Feu vert que bien sûr elle n'aura jamais. Et deuxièmement, elle vient de dire d'ailleurs très clairement elle-même que la perspective existait désormais, si dit-elle, l'Union européenne nous restitue notre souveraineté nationale, de demeurer dans l'Union européenne. Voilà ce qu'elle dit. Hein. Autrement dit, donc, voilà, au fur et à mesure qu'elle monte en puissance au niveau électoral et qu'elle a besoin donc, du soutien de la bourgeoisie française, du soutien du MEDEF pour arriver au pouvoir, elle lâche du lest, ce qu'elle a toujours compté faire, et elle nous dit clairement qu'elle ne rompra pas avec l'Union européenne. Pour ça que d'ailleurs, au PRCF, nous ne disons plus, nous ne disons pas l'UMPS, comme c'est devenu proverbial, mais l'UMPEN-S. Il s'agit d'un bloc unique qui est entièrement centré sur le maintien de plus en plus fascisant, parce que le peuple français ne veut plus, donc il faut le forcer, ça s'appelle la fascisation, ça marche ensemble. La fascisation, l'euro-fascisation et l'euro-dissolution de la France. Et bien c'est avec tout ça qu'il faut rompre. Un dernier mot encore, ça fait 2 fois que je dis, ou 3 fois que je dis un dernier mot, mais je le dis pour la dernière fois, je l'espère. Donc c'est que tout ça, tout ce que je dis là, évidemment, a pour point de départ fondamental, tout simplement, la relance du combat de classe. C'est pour ça que le PRCF, effectivement, ici, propose à toutes les forces progressistes, à toutes celles qui sont indépendantes du Parti Socialiste, en clair, parce que le Parti Socialiste, aujourd'hui, malheureusement, n'est plus une force progressiste, il n'a jamais été, d'ailleurs, il faudrait regarder ça de plus près. Mais enfin, bon, toutes ces forces progressistes, c'est le moment ou jamais, après le résultat piteux, lamentable, effrayant, honteux des dernières régionales, de faire une grande manifestation nationale contre à la fois le Front National, contre la droite, contre le MEDEF, je dirais plutôt contre Valls-MEDEF, puisque aujourd'hui c'est pratiquement la même politique, bien entendu sans oublier d'épingler plus que ça les guerres impérialistes qui coûtent une fortune à notre pays, et aussi, bien sûr l'Union européenne, la construction européenne. Je mets construction toujours, il faut l'entendre si possible, avec des guillemets, parce que c'est une construction tellement destructive. On dit quelquefois l'intégration européenne, je dirais plutôt la désintégration européenne de la France et des autres nations de ce pays. Donc, à l'action, c'est ça le vrai terrain. La question que vous me posiez, c'était celle de la communautarisation. Au fond, en gros, le Front National d'un côté, le repli communautaire de certains partisans, de certaines religions de l'autre, et ainsi de suite. Tout ça, ça marche ensemble, ça détruit la nation. Ce que nous devons remettre au premier plan pour reconstruire la nation, eh bien, c'est le combat de classe contre le capital. C'est à travers ce combat de classe contre le capital et tout ce qui peut agglomérer autour de lui que l'on peut reconstituer au sens même de constitution, une véritable nation qui ressemble à quelque chose et qui nous conduise vers le progrès. Oui, alors effectivement, bien sûr, je dirais que nous avons pléthore d'analyses, c'est un dernier pléthore d'analyses fausses, d'ailleurs, souvent, mais enfin, bon, beaucoup de gens se disent
comment en sommes-nous venus là? Bon, alors on fait l'autopsie des régionales, si on veut dire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'action, hein, c'est la transformation des choses. Il ne suffit pas de constater que le pays va mal, que le pays agonise, etc. Il faut savoir ce qu'on fait, ce qu'on propose pour sortir de cette situation terrifiante, quoi. Et donc, bon, je viens de parler effectivement de cette idée d'une grande manifestation nationale qui peut être déclinée d'ailleurs à l'échelle des départements, des localités, des régions, hein, que par toutes les forces progressistes, syndicales, ce qui n'est pas seulement politique, se rencontrent. Mais bon, il faut aussi, je pense, que les forces politiques qui sont, je dirais au fond, 100% anti-Le Pen et 100% anti-Union européenne commencent réellement à s'afficher publiquement. Il faut casser la tenaille. La tenaille, c'est quoi? C'est l'étau politique dans lequel est pris le peuple français, le monde du travail, à l'heure actuelle. C'est-à-dire d'un côté, donc, l'UMPS maastrichtienne, hein, qui veut tout simplement détruire tout ce que notre pays a pu construire de bon. Et puis de notre côté, effectivement, eh bien, les forces de ce que j'appelle l'UMPen, quelquefois, parce qu'il n'y a pas simplement donc, les Le Penistes, mais quand on entend certains discours de Wauquiez et de bien d'autres, excusez-moi, mais on ne voit pas la différence. Hein. Donc, il y a un étau, le peuple français est pris là-dedans. Hein. Les uns brandissent le drapeau européen, les autres brandissent le drapeau français et le dévoient de sa véritable signification, qui est, je vous le rappelle au départ, la Révolution française. Hein. Et donc on veut surtout empêcher le peuple français de se ressaisir et de proposer, de porter une alternative progressiste. L'alternative progressiste, c'est quoi? Eh bien, drapeau rouge, drapeau tricolore, le progrès social, l'indépendance nationale, la coopération internationale, les grandes idées qui étaient déjà celles du CNR, et que naturellement il faut faire aujourd'hui vivre d'une manière différente, appropriée à notre époque, hein, avec aussi une composante écologique, par exemple, bien évidemment, qui ne pourrait être sous-estimée du tout dans les conditions d'aujourd'hui. Tout cela, il faut le faire revivre. Et pour le faire revivre, eh bien, il faut afficher ensemble une visibilité. Il y a des auteurs, il y a des intellectuels de grande valeur, des Frédéric Lordon, des Ruffin, des Bernier, excusez-moi si j'en oublie, etc., qui nous indiquent qu'il faut sortir de l'Union européenne, qu'il faut sortir de l'euro, etc. Ils ont tout à fait raison de le faire, et en même temps, comme nous communistes, ils sont 100% antifascistes, antiracistes, et ainsi de suite, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais non de non, il faut le dire ensemble, il faut le porter ensemble, ce genre de choses. Quelquefois, nous parlons de front de frappe, F-R-A-2-P, front de résistance antifasciste, patriotique et populaire. Hein. Ce frappe, il faut le faire vivre. Et déjà, il faut couper court à toute idée en particulier de main tendue à l'égard du Front National. Il y a des gens qui propagent l'idée dans la gauche radicale, mais s'ils le disent, ils sortent de la gauche radicale naturellement, que bon, voilà, tous les souverainistes doivent se mettre ensemble pour combattre l'Union européenne. Ben, non, les souverainistes, c'est aussi des gens comme Marine Le Pen, entre guillemets, et ils ne sont pas du tout contre l'Union européenne, et en plus de ça, leurs positions sur la xénophobie sont carrément indécentes pour des progressistes, et tout simplement pour des gens civilisés qui considèrent que tous les hommes se valent et que les uns ne valent pas plus cher que les autres de par leur identité ou leur origine. Mais bon, que donc se mettent ensemble pour parler d'une même voix, autour d'une table ronde par exemple, eh bien tous ceux qui aujourd'hui sont porteurs de ce refus de la vague bleu marine, de ce refus du drapeau marial européen et clérical, hein, les 12 étoiles des apôtres et le bleu du drapeau, du drap marial, et que donc, au contraire, se rassemblent, se rapprochent, ce que nous appelons quelquefois au PRCF l'Alliance Rouge-Marianne, hein, ARM, aux armes, si l'on peut dire, citoyens. Il faut qu'en effet, la Marianne, elle a un bonnet rouge, elle porte le drapeau tricolore, mais elle a un bonnet rouge. Le drapeau, par conséquent, le rouge de l'émancipation, le rouge de la lutte pour l'égalité entre tous les hommes. C'était celui de l'affranchissement des esclaves, bonnet phrygien, en quelque sorte. Et donc je crois que nous devons porter très fort cela, donc, contre la vague bleu marine, contre ce drapeau marial, hein, qui d'ailleurs caricature
les positions chrétiennes, ce que je dis là, ça n'est pas tourné contre les chrétiens laïcs, en quelque sorte, qui respectent la laïcité. C'est tourné contre une Europe profondément réactionnaire, cléricale, hostile aux idées fondamentales des Lumières. Et donc, tout au contraire, c'est l'idée d'un large front qui permettrait, autour du monde du travail, de reconstituer une dynamique progressiste, indépendantiste, pour ne pas employer le mot, et aussi internationaliste, puisqu'il ne s'agit pas de replier la France sur elle-même, mais de la faire coopérer avec tous les pays du monde, pas seulement avec les pays européens, avec tous les pays du monde qui, d'une manière ou d'une autre, respectent le droit des peuples à s'autodéterminer. Sur les choses. Oui, il est tout à fait vrai que la classe ouvrière a subi des saignées sociales extravagantes, terrifiantes, quoi. Depuis en gros les années 70, la fin des années 70, et ça va de pair avec l'intégration européenne. Eh bien, donc cette intégration qui devait commencer par le plan charbon-acier, la CECA, dans les années 50, s'est traduite tout simplement par la liquidation du charbon et de l'acier en France. Bon, et donc pour finir, on a eu aussi, je parle ici en tant que militant du bassin minier de Lens, du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, la mort du textile, la destruction absolument de toute une capacité productive dans notre pays. Mais en même temps, je crois que effectivement la classe ouvrière ne se détruit pas. Elle change de forme, elle ne se détruit pas, elle ne disparaît pas. Au début du siècle, des physiciens qui n'avaient pas forcément très bien analysé l'orientation de leur discipline disaient, parce qu'on avait découvert différentes formes d'énergie un peu bizarres, la matière disparaît, il n'y a plus de matière, etc., alors qu'il s'agissait de nouvelles formes de matière qui étaient jusqu'alors inconnues. Bon, la classe ouvrière, aujourd'hui, elle prend des formes nouvelles, et il faut aussi que les militants communistes, effectivement, s'adaptent à ce terrain. Aucun dogmatisme. Les principes restent valables. Le capital et le travail continuent de s'affronter, peut-être plus que jamais. L'exploitation du travail, aujourd'hui, est poussée dans ses derniers retranchements de toutes les façons possibles et imaginables. Mais en même temps, bien sûr, elle prend des formes nouvelles, parce que les métiers évoluent, parce que les techniques évoluent, parce que les formes de concentration aussi sont différentes. Ça suppose un vrai travail de terrain, un vrai travail aussi d'analyse, pour voir où est la classe ouvrière aujourd'hui, où est le prolétariat moderne, en quelque sorte. Quand j'emploie cette expression, en même temps, je la mets un petit peu entre guillemets, parce que souvent ceux qui l'emploient, c'est pour dire que la classe ouvrière industrielle traditionnelle n'existe plus, qu'elle ne compte plus, qu'elle n'a plus de sens, etc., etc. Ce que je ne crois pas, c'est quand même encore elle qui, dans ce pays, est la plus solidement organisée. Mais, bien entendu, en même temps, il faut se tourner dans toute une série de directions. Le capital, aujourd'hui, essaye de faire son profit dans des secteurs qui, auparavant, étaient un peu négligés par lui, pour des raisons diverses, enfin, peu importe. Mais, par exemple, bien, il essaye d'investir pour en faire un gisement de profit extraordinaire, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Et il est extraordinaire de voir que, en particulier, les gens de droite, aujourd'hui, continuent de taper à bras raccourcis sur les travailleurs de la fonction publique, qui seraient, soi-disant, privilégiés, qui auraient des garanties extraordinaires, et ainsi de suite. Ce n'est pas du tout la réalité. Il suffit de voir comment vivent les travailleurs de l'hôpital, ceux de l'éducation nationale, et ainsi de suite, où la précarité ne cesse de s'accroître, où les salaires sont bloqués depuis 2008, où donc tous les gouvernements qui se succèdent se demandent comment faire pour supprimer un maximum de postes, et par conséquent pour faire supporter une charge de travail de plus en plus lourde aux personnes en question. Bon, donc on ne peut pas aujourd'hui ignorer cela. La vraie question qui se pose en termes, disons, politiques et militants, c'est comment refaire du tous ensemble et en même temps. Nous sommes au 20e anniversaire du mois de décembre 1995. En 1995, à l'initiative surtout des cheminots, mais ils n'étaient pas tout seuls, eh bien, le monde du travail en France a donné un coup d'arrêt au plan Juppé, qui lui-même était largement dicté par Helmut Kohl et par la construction européenne, les critères de Maastricht et ainsi de suite. Donc, ce tous ensemble et en même temps, c'est la principale aspiration du monde du travail dans toutes les manifs, c'est le slogan qui de loin domine. Tous ensemble, et ainsi de suite. Comment réellement reconstruire ce tous ensemble? Et là, ce n'est plus seulement une question théorique, c'est une question pratique.
c'est par exemple comment reconstruire le syndicalisme de classe dans ce pays. Ce syndicalisme de classe, il a apporté aux travailleurs des victoires extraordinaires, celle de 1936, pour ne pas remonter plus haut, hein, ou celle de l'après-guerre, ou celle de mai 68. On peut toujours discuter sur les stratégies, les tactiques de cette époque. Enfin, les résultats sont quand même là. C'était le monde du travail qui gagnait à l'époque, qui gagnait des droits, et c'était quand même le capital qui reculait. Depuis qu'au contraire, eh bien, les syndicats de classe, soi-disant pour se moderniser, c'est toujours cette fausse idéologie d'une modernité dont l'adversaire impose les critères et les termes. Depuis que ce syndicalisme donc, a abandonné la référence à la lutte de classe, à la socialisation des moyens de production, à la Fédération syndicale mondiale, depuis qu'il s'est rapproché de la Confédération européenne des syndicats, qui est pro-Maastricht, hein, qui est pour cette soi-disant construction européenne, et ainsi de suite, nous ne cessons de reculer. Je dis nous, c'est-à-dire la classe des travailleurs salariés. Et pas seulement celle des travailleurs salariés. Il ne faut pas être dupe des formes non plus. Par exemple, dans ce pays, regardons ce que sont en réalité ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs. La plupart du temps, ce sont tout simplement des salariés qui, effectivement, parce qu'ils ne trouvaient pas d'emploi et parce que bon, ils n'avaient pas tellement d'autres issues, se sont recyclés dans ce statut qui est tout à fait tel que, au fond, les garanties du Code du travail ne leur sont plus appliquées. Et par conséquent, ils sont prolétaires. Ils ne savent peut-être pas, mais ils sont prolétaires. Et voilà donc aussi la tâche qu'aurait un grand parti communiste, et je dirais presque aussi une jeunesse communiste à notre époque, puisque ça vise avant tout les jeunes. Hein, celle d'organiser, au fond, tous ces précaires, tous ces gens qui souvent d'ailleurs, vous voyez, par exemple, la division travailleurs intellectuels, travailleurs manuels, elle doit être aussi fortement relativisée. D'abord, parce que bien sûr, il n'y a jamais eu de travail manuel pur, que tout travail manuel comporte une composante intellectuelle, mais aussi parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des bacs plus X, Y, Z, etc., et qui se retrouvent au SMIC et au SMIC à vie. Et quand ils ont un emploi, quand ils ont un CDI, on est dans des situations qui rappellent, au contraire, le prolétariat du XIXe siècle. Donc, même si ça ne prend pas encore ces formes, disons, extrêmes, on y va. J'ajoute peut-être encore un petit mot, c'est que j'ai entendu beaucoup parler dernièrement, donc, comme sujet de la révolution future, de ce qu'on appelle le prolétariat international nomade. Bon, on entend beaucoup parler de ça, effectivement. Bien entendu, le prolétariat est mais son unité politique est toujours à construire. Et donc, les travailleurs migrants, les travailleurs immigrés, etc., qui arrivent dans un pays, c'est tout un travail pour les intégrer à la lutte de classe du pays considéré. Mais en même temps, il ne faut quand même pas idéaliser ces migrations. Elles sont des défaites, dans un premier temps, des défaites des peuples. Ces millions de gens qui fuient la Syrie, ce n'est pas une victoire du peuple syrien. Ce n'est pas une victoire non plus des peuples d'Europe. Donc, en fait, en réalité, quand même, ne nous pressons pas trop d'idéaliser un certain nombre de situations qui sont tout simplement le produit de défaites historiques et qui doivent ici être pensées à l'échelle à la fois du monde entier, bien entendu, de la lutte contre l'impérialisme, mais aussi à l'échelle de chaque nation, parce que sinon, ça voudrait dire qu'au fond, à la limite, je caricature, je sais bien, je caricature un petit peu, mais c'est nécessaire de bien voir, sinon ça voudrait dire à la limite que quand on délocalise, quand on casse des usines, quand on flanque en l'air des statuts conquis par des luttes extrêmement dures, eh bien au fond c'est positif pour la révolution mondiale, ce qui n'est pas le cas, au contraire, bien sûr. Quand on recule comme ça, eh bien c'est plus difficile de se battre après. Donc voilà, il faut à la fois défendre, par exemple, dans le cas que je viens d'évoquer, l'indépendance nationale des Syriens et d'autres pays, et l'indépendance nationale de nos pays, et promouvoir la coopération planifiée entre différents pays. Ça, eh bien, ça va dans le sens de ce qu'on appelle le socialisme, ça va dans le sens de ce qu'on appelle le communisme, et ça passe par quelque chose qui est complètement tabou dans les cours d'économie actuels, c'est-à-dire la notion de planification démocratique. Ce n'est pas l'économie de marché ouverte sur le monde de Maastricht avec la concurrence libre non poussée, c'est la coopération pensée, rationnelle, démocratiquement organisée entre les différents peuples, entre les différents États pour arriver à produire d'une façon rationnelle, sans trop gâcher les ressources de la planète,
sans finir, passez-moi l'expression, de saloper l'air, l'eau, la terre et le feu, pour reprendre les 4 éléments de la cosmologie antique, hein, que salope le capitalisme en quelque sorte, et pour arriver à faire en sorte que tout simplement on puisse continuer à vivre d'une manière à peu près décente sur cette planète en bien mauvais état.